Alors notre troisième panel est sur la mobilité des capitaux et des investissements. On nous a alloué 1h15 et on nous a demandé de terminer à 13h45. Je ne sais pas comment on va pouvoir respecter ces deux contraintes, mais on va faire de notre mieux. Alors je voudrais d'abord remercier Hedi et le féliciter, ainsi que toutes les équipes de l'Économiste pour le travail qu'ils font depuis plusieurs années, pour les 20 ans aussi. Hedi Etrif a fait une réflexion concernant cette très belle mosaïque du musée du Bardo. Je vais en faire une aussi, parce que Hedi dit « je ne vois pas les sirènes ». Mais en réalité, vous semblez dire, en ayant supprimé les sirènes de cette belle mosaïque, qu'il y a du vent, il y a de la voile, mais qu'il n'y a pas de défi. Or en fait, il y a des défis, on le sait tous. Les décisions ne peuvent jamais être prises sans contrainte, et toutes les décisions les plus compliquées sont des décisions qui se prennent dans des conditions de contrainte sévères. Donc ne vous dispensez pas de remettre les sirènes si vous avez l'occasion de remettre ce beau tableau. Alors nous avons sur ce panel, nous attendons Monsieur le ministre Cécile Ferrini qui sera là pour la clôture. Alors j'ai à ma droite un grand ministre de l'économie qui a été Afif Chalbi, qui préside le Conseil des analyses économiques, brillamment. À ma gauche, Semir Mejoul, président de l'UTICA. Madame Yassine Fall, directrice générale adjointe. Adjointe ou adjoint? Je ne sais plus. Adjointe, alors adjointe. Afrique du Nord de la BAD. Monsieur Zakoupov, directeur général de Total Tunisie. Monsieur Antoine Salé-Deschou, chef du bureau de la BERD à Tunis. Merci à tous d'être là. Alors nous allons essayer d'aborder ce sujet relativement vaste sous l'angle des défis qui se posent à la Tunisie. Aujourd'hui, comme guise d'introduction et pour planter le décor, en fait, quelques remarques que je voudrais faire avant de commencer à interroger nos panélistes. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on a le sentiment que la globalisation est remise en cause avec le phénomène du Brexit, avec ce qui se passe aux États-Unis, les récentes déclarations, les barrières tarifaires qui sont mises en place, également avec quelques voix dissonantes en Europe. Mais par rapport à cela, nous avons tous le sentiment, ici en Tunisie en tout cas, que plutôt que de dilater les longueurs et contracter le temps, nous on a besoin de dilater, plutôt que de contracter les longueurs et dilater le temps, nous on a besoin de dilater les longueurs et on a besoin d'avoir des frontières géographiques beaucoup plus larges parce que notre marché est petit. Alors il y a quelques signaux qui peuvent faire plaisir si ces signaux sont suivis des faits. Il y a eu, vous l'avez suivi, le 21 mars, la signature par 44 pays dont la Tunisie d'un accord global en Afrique qui semblerait vouloir dire que le commerce va se faire de manière fluide entre les pays signataires de cet accord. La Tunisie, ça a été redit hier, va être officiellement membre de la COMESA dans peu de temps. Donc il y a quelques signaux qui sont là et qui semblent être dissonants par rapport à ce qui semble se passer, à cette contraction et ce repli sur soi-même qu'on observe dans un certain nombre de pays européens. Quelques chiffres que je voudrais partager avec vous. Aujourd'hui, le flux des capitaux globaux dans le monde, qui a culminé à 11% du PIB global, s'est contracté autour de 7-8% maintenant. Enfin, il a culminé à 11% en 2010-2011. En revanche, le commerce mondial a continué à progresser. Et ça peut vouloir dire en fait qu'en Tunisie, on peut commercer, on peut exporter sans avoir à subir des flux de capitaux ou sans avoir à accueillir des investisseurs étrangers ici en Tunisie. Ça, c'est des constats et il serait intéressant d'interroger nos panélistes et d'avoir leur point de vue là-dessus. Alors, je commence par Semir, peut-être pour vous poser une question relativement simple. Comment vous voyez les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, le Brexit par exemple, qui est une donnée proche de nous, sur ce qui peut se passer en Tunisie en termes d'attraction d'investisseurs étrangers, par exemple? Rapidement. Merci, Aziz. Alors, je parlerai plutôt de ce que nous faisons chez nous. Je vais y venir. Sur ce qui se passe autour de nous. Sur ce qui se passe autour de nous, je pense qu'il faut sauter sur l'occasion.
Mais il y a un travail à faire sur nous-mêmes et un travail à faire chez nous. Pour faire en sorte que notre pays soit vraiment attractif. Voilà. Donc vous considérez que c'est une opportunité pour nous, ce qui se passe au niveau du Brexit. Monsieur le ministre, bonjour. On a démarré parce qu'on a des contraintes de temps et merci d'être là pour la clôture de ce panel. Donc une première question qui peut vous concerner, vu votre passé à Londres, hein, de brillant financier à Londres. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, et je poserai la même question à Madame Fall, que ce qui se passe en Europe, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, est-ce que vous considérez que c'est une opportunité pour nous ou pas, en termes de flux de capitaux et de flux d'investissement? Merci. Je n'ai pas suivi la première partie, j'ai raté c'est mieux. Sur le plan économique, c'est une opportunité. Je crois, franchement, qu'il y a des opportunités dans la vie. Et pour la Tunisie, la sortie du Brexit pour la Tunisie est une opportunité dans un certain sens, parce que c'est un grand marché, une grande économie, c'est 60 et quelques millions d'habitants, l'une des plus grandes économies au monde, un très grand pouvoir d'achat, donc plusieurs secteurs. Dans le secteur de l'agroalimentaire, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à exploiter avec ce marché-là. Et même sans Brexit, hein, je pense qu'on fait très peu avec le Royaume-Uni, en général. Hein, je le dis également à son Excellence, ambassadrice du Royaume-Uni. Donc, quand je vois les échanges au niveau économique de la Tunisie avec le reste du monde, c'est l'Union européenne, c'est environ 80% sur le plan investissement, sur le plan balance commerciale, import-export. C'est la France, c'est l'Italie, l'Allemagne, en quatrième lieu l'Espagne, mais le Royaume-Uni n'est pas là. Donc, Charles, le Brexit sera un catalyste. Hein, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'attention du côté tunisien pour le marché british. Hein. Clairement, est-ce que c'est à cause du Brexit ou non, mais Brexit a certainement attiré l'attention de beaucoup de monde, surtout j'ai vu dans le secteur de l'agroalimentaire, mais autre. À part ça, bon, il est vrai que maintenant nous avons quand même une communauté tunisienne qui a vécu là-bas depuis des années, et donc ça, il y a le retour sur investissement, si je peux dire, parce que c'est de bons ambassadeurs, hein, les Tunisiens qui ont étudié là-bas et qui ont bossé là-bas, donc qui ont bossé dans le marché financier, dans la City. Mais sur le plan financier, marché financier, flux de capitaux, franchement, j'ai pas réfléchi à ce sujet, je ne vois pas exactement l'opportunité de la Brexit, parce que l'opportunité est beaucoup plus pour les grandes places financières européennes, hein, parce que tout le monde essaie de s'accaparer une partie de ce que la City représentait. Donc Paris, Francfort, tout le monde essaie de prendre une certaine part de marché, et on le voit, on le ressent, ça se passe déjà. Mais la City restera quand même la place qui domine, hein, sur le plan financier. Mais il faut explorer ce sujet. Je ne l'ai pas vraiment exploré de ce côté-là, je n'ai pas vu de tendance à ce niveau-là, comment exploiter. Sur le plan économique, c'est certain. Volet financier, il faut qu'on fasse beaucoup plus, parce que, entre autres, parce qu'on a un gisement de Tunisiens qui vivent là-bas. Je suis l'un des rares qui est rentré, mais ceux qui sont toujours là-bas, c'est un gisement à exploiter, c'est indiscutable. Et on en a besoin, hein. On doit diversifier nos partenaires économiques et financiers. Je vois également sur la Tunisie, quand on parle de private equity par exemple, etc. Bon, il y a quelques institutions british qui sont là, mais rien à voir avec le potentiel qu'on peut exploiter avec le Royaume-Uni. Voilà. Très bien, merci. Fall, un petit commentaire? Oui, moi je... Rapide, s'il vous plaît, comme ça on peut passer au... Moi je verrais les choses inversement, en fait. La question pour la Banque africaine de développement, c'est d'attirer des investissements vers l'Afrique. Il y a des besoins entre 130 et 170 milliards de dollars par an pour les continents. Il y a des opportunités pour tous les investisseurs venant de partout. C'est sûr que la place britannique est une place financière importante. Il y a beaucoup de fonds d'investissement, il y a beaucoup d'investisseurs privés. Nous avons besoin d'attirer des investisseurs privés. Et en fait, que les investisseurs britanniques viennent grouper sous la bannière européenne ou sous la bannière britannique,
pour nous, par rapport aux objectifs que nous recherchons, c'est pas vraiment ce qui est important. Ce qui est important, c'est la possibilité de couvrir les problématiques qui entravent les investissements vers l'Afrique, à savoir la question du risque. Évidemment, il y a la question de l'assurance, de pouvoir offrir des garanties aux investisseurs pour venir dans notre continent qui est à construire, la Tunisie. Il y a tout ce développement de l'énergie renouvelable, la diversification de l'industrie. Et donc, en fait, pour nous, c'est pas vraiment un problème. Et par contre, on devient de plus en plus attractif. La raison pour laquelle j'ai posé cette question, vous avez raison, Monsieur le Ministre, de souligner que dans le private equity, aujourd'hui, on voit en fait des mouvements qui sont en train de s'amorcer. Mais dans notre métier, moi je suis dans le private equity, aujourd'hui on voit de plus en plus, et pour la première fois, un intérêt très prononcé en fait d'investisseurs à partir de Londres qui veulent préserver leur hub à partir de Londres, et on a l'impression qu'il y a 2 centres de gravité qui sont en train de se créer. Et je me dis, que pourrait être la politique de la Tunisie justement pour tirer avantage? Parce que nous avons plusieurs avantages, et cette présentation va être centrée sur la Tunisie, et vous en comprenez le rationnel. Mais quel est l'avantage que la Tunisie peut tirer en fait d'une situation dans laquelle on peut avoir 2 centres de gravité proches et amis, et je pense qu'il y a une réflexion à mener, et je comprends que pour l'instant cette réflexion ne soit pas encore aboutie. Alors Serafif, je me tourne vers vous. La Tunisie est un petit marché qui n'est pas profond et qui n'intéresse pas les grands investisseurs mondiaux. Aujourd'hui, quand on fait des constats et quand on superpose en fait des phrases qui semblent être logiques, on arrive à cette conclusion. Donc la question que je vous pose, parce que je sais que vous avez mené cette réflexion quand vous étiez, je le répète, grand ministre de l'économie, et aujourd'hui au Conseil des analyses économiques, vous êtes dans ce type de problématique. Est-ce qu'il y a